Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour qui appelle l'examen d'un rapport d'information mené par Pierrick Berthelot et Félicie Gérard sur l'économie circulaire. Rapport extrêmement fouillé et qui conclut par des recommandations que vous allez nous présenter aujourd'hui. Et je vous propose sans plus tarder de vous laisser la parole. En commençant par, je ne sais pas qui, mais l'un ou l'autre. Madame Gérard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, c'est avec plaisir que nous présentons aujourd'hui nos conclusions sur l'économie circulaire. Ce sujet est à la fois extrêmement politique et technique et je me félicite du travail mené en bonne intelligence par notre binôme. L'économie circulaire regroupe un ensemble de pratiques qui visent à produire des biens et des services de manière durable dans le but d'optimiser la consommation de ressources et de limiter le gaspillage. En d'autres termes, l'économie circulaire est une vision de l'économie prenant en compte toutes les étapes de vie d'un produit. Il s'oppose au modèle linéaire de production qui affecte l'environnement de manière négative. L'économie circulaire repose sur deux idées principales: repenser la chaîne de production et de consommation et optimiser l'utilisation des ressources, nouvelles ou existantes, des biens et des services. Cette approche doit permettre à l'Europe d'atteindre ses objectifs climatiques, d'engager une transition environnementale riche en emplois et de réduire nos dépendances aux matières premières importées. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est que les efforts de l'Union européenne depuis une décennie n'ont pas encore produit de résultats suffisants. En 2014, l'Union européenne a lancé plusieurs projets en lien avec l'économie circulaire. Cependant, aucun découplage entre la croissance économique et la croissance de l'utilisation des ressources n'a été constaté à ce jour. La consommation de ressources augmente toujours au même rythme que la croissance économique. Notre analyse a été confirmée dernièrement par le rapport spécial de la Cour des comptes européenne, rapport du 3 juillet 2023, selon lequel le taux de recyclage en Europe n'a que légèrement augmenté entre 2015 et 2021. L'objectif de l'Union de doubler le taux de circularité d'ici 2030 semble donc très difficile à atteindre. Les progrès réalisés par les différents États membres sont très variables. La France fait figure de bon élève. Nous en profitons d'ailleurs pour saluer les efforts collectifs de nos collectivités, de nos entreprises et de nos concitoyens. La France s'est pleinement engagée sur la voie de l'économie circulaire en adoptant un cadre juridique exigeant. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020, dite AGEC, et plus récemment la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021 vont dans ce sens. Le défi consiste maintenant à réduire la consommation de ressources et la production de déchets sans basculer dans la spirale dangereuse de la décroissance économique. Nous identifions deux enjeux en matière de circularité. Du côté de l'offre, il faut se diriger vers des stratégies favorables à la durabilité des produits. Du côté de la demande, il est nécessaire de faire évoluer les modèles de consommation avec des approvisionnements plus locaux, de favoriser la mise sur le marché de biens reconditionnés et de partager l'usage des produits. Le premier grand point, le plan d'action de la consommation de 2020, donne une nouvelle impulsion pour faire de l'économie circulaire une réalité en Europe. Ce nouveau plan concerne aussi bien la production de biens et la fourniture de services que la réduction et le recyclage des déchets. Au stade de la production, l'éco-conception est un levier primordial. Nous devons privilégier les ressources renouvelables et favoriser la réparabilité et la recyclabilité d'un produit dès sa phase de conception. Face à l'ampleur des défis à relever, nous sommes favorables aux efforts importants entrepris par l'Union européenne. Et en même temps, nous signalions plusieurs points de vigilance. Ces points de vigilance vont être détaillés par notre collègue Pierrick Berthelot, mais clairement, pour exploiter pleinement les opportunités de l'économie circulaire, ces points de vigilance gagneraient à être pris en compte par les autorités européennes et françaises. Comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport, le périmètre de nos travaux est extrêmement large. Nos auditions ont permis d'identifier deux actes législatifs majeurs en cours de discussion au Conseil et au Parlement européen. D'une part, la proposition de règlement sur l'éco-conception et d'autre part, la proposition de règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballage. Maintenant, je vais laisser le soin à notre collègue Pierrick Berthelot de détailler les deux propositions de règlement.
Merci, chers collègues. Bonjour à tous. Tout d'abord, la proposition de règlement sur l'éco-conception est un grand pas vers une conception durable des produits. La proposition de règlement sur l'éco-conception pour des produits durables élargit le champ d'application de la directive en vigueur qui date de 2009. Le texte vise que tous les produits et tous les aspects de l'éco-conception et non plus seulement les enjeux liés à la consommation énergétique. Il s'agit notamment d'améliorer leur réparabilité, leur réutilisation, leur recyclabilité et leur contenu en matériaux recyclés, tout en réduisant la présence de substances dangereuses. Le renforcement de l'information disponible pour les consommateurs et les autres entreprises de la chaîne de valeur est également pertinent. Notre premier point de vigilance porte sur la mise en œuvre de la proposition de règlement sur l'éco-conception. Il s'agit d'une réglementation cadre horizontale faisant l'objet d'une déclinaison sectorielle. La Commission est habilitée à préciser les exigences d'éco-conception pour des produits spécifiques en adoptant des actes délégués. Ce sont des actes secondaires qui permettent de compléter les éléments dits non essentiels de l'acte législatif initial. Le recours croissant aux actes délégués est toutefois contestable tant la Commission intervient dans les domaines sensibles et dans des conditions limitant la capacité des co-législateurs à formuler des objections. Ensuite, le contenu du texte pourrait être précisé sur 2 points. Le Conseil, qui réunit les États membres, a déjà adopté sa position sur le texte, contrairement au Parlement européen. Les négociations interinstitutionnelles, les fameux trilogues, devront ainsi être scrutés de près. Un premier axe d'amélioration consiste à éviter toute régression par rapport à la législation nationale existante. La France a par exemple interdit la destruction d'invendus non alimentaires afin d'encourager les dons que la Commission européenne ne propose d'appliquer qu'aux produits textiles. Le texte devra préciser la faculté donnée aux États membres de maintenir des dispositions mieux-disantes. Un second axe de travail consiste à inscrire explicitement l'interdiction de l'obsolescence programmée dans le règlement, notamment en ce qui concerne les logiciels informatiques. Le Parlement a proposé cette option qui figure dans le droit français et que nous soutenons. Ensuite, la proposition de règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballage doit mettre un terme à l'ère du tout emballage. Nous saluons l'intention de ce texte qui fixe un cadre réglementaire harmonisé, favorable aux investissements, à la réduction des déchets et à la promotion d'un recyclage de qualité. Chaque citoyen européen génère près de 180 kg de déchets d'emballage par an. C'est beaucoup trop, d'autant que les emballages captent largement les matériaux vierges mis sur le marché, jusqu'à 40% du plastique et 50% du papier utilisé en Europe. Pour atteindre ces objectifs, la proposition de règlement prévoit des exigences de durabilité pour les emballages, ainsi que des standards en matière d'étiquetage, de marquage et d'information des consommateurs. Nous saluons en particulier la possibilité pour les États membres d'imposer des restrictions supplémentaires à l'usage des sacs plastiques, dont la consommation annuelle par personne ne doit pas dépasser 40 unités d'ici au 31 décembre 2025. Nos travaux nous ont permis d'identifier plusieurs points sensibles sur lesquels nous attirons l'attention des co-législateurs européens. En premier lieu, nous estimons que l'approche de la Commission consistant à séparer les obligations de recyclage et de compostage est hautement contestable. Certains emballages concernés par la future obligation de compostage ont déjà fait l'objet d'investissements importants dans les capacités de recyclage. Je pense notamment aux capsules de café en aluminium. Pourquoi, dès lors, leur imposer un nouveau cadre réglementaire ? En deuxième lieu, nous sommes extrêmement vigilants quant à l'obligation faite aux États membres d'instaurer un système de consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium d'ici au 31 janvier 2029. Cette mesure ne concernera certes que les pays dont le taux de recyclage est inférieur à 90%. Toujours est-il que la consigne implique un changement d'habitude important pour les consommateurs et peut provoquer des effets contre-intuitifs. C'est le cas en Allemagne, où les bouteilles en verre et en plastique réutilisables ont été remplacées par des bouteilles en plastique à usage unique, moins vertueuses. En troisième lieu, nous appelons la Commission européenne à privilégier à court terme la stabilité du système de responsabilité élargie des producteurs qui prend la forme des filières REP en France.
Plusieurs textes, dont les effets cumulatifs sont difficiles à mesurer, viennent à modifier le cadre européen en vigueur. Donnons de la visibilité et de la stabilité aux parties prenantes. En revanche, à plus long terme, il est utile d'explorer des options ambitieuses pour renforcer l'effectivité du principe pollueur-payeur. Je pense notamment à la possibilité d'inclure le coût total des déchets d'emballage dans la redevance prélevée au titre des REP. Cette mesure inciterait les producteurs à renforcer leurs efforts pour améliorer la collecte sélective et la mise en œuvre de solutions complémentaires telles que le tri des déchets mixtes. Il est également important d'envisager une extension du nombre et du champ des filières REP au niveau de la législation européenne harmonisée. La France étant aujourd'hui mieux disante que l'Union ou que ses partenaires. Tout ne se fera pas par la loi, nous en sommes convaincus. Des obstacles pratiques doivent être surmontés avec des mesures de bon sens. En France, par exemple, des lacunes subsistent sur la collecte sélective des déchets d'emballage. Le manque de poubelles pour les déchets recyclables, les fameux bacs ou poubelles jaunes, ou la fréquence insuffisante de collecte gagnerait ainsi à être corrigée. Voici brièvement les principales conclusions que nous souhaitons vous présenter pour faire de l'économie circulaire une réalité en Europe. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, chers collègues, pour vos présentations. J'en viens maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Madame Nicole Lepay pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Au nom du groupe Renaissance, je tiens à remercier les rapporteurs pour ce rapport qui, justement, éclaire sur un sujet important. Un modèle de production et surtout de gestion de nos déchets qui les valorise au mieux. Le sujet est global, mais il est nécessaire que la Commission européenne s'engage à promouvoir la conception durable des produits en encourageant les industries à adopter des pratiques, on va dire, éco-responsables. La transition vers une économie circulaire implique de revoir les processus de production pour minimiser les déchets et favoriser le recyclage. La transition vers une économie circulaire est une réponse cruciale aux défis actuels du changement climatique, de la pollution, de la perte de biodiversité. En favorisant la réutilisation, le recyclage et la consommation responsable, l'Europe contribuera drastiquement à réduire son empreinte écologique. Alors pour instaurer une économie circulaire, il est essentiel de sensibiliser et d'encourager les consommateurs à faire des choix durables, tout comme les acteurs publics seront encouragés à privilégier des produits respectueux de l'environnement. Concrètement, quelles mesures seront prises afin d'encourager tous les États membres à atteindre des objectifs ambitieux en matière de réduction des déchets et de recyclage? Et aussi, la mise en œuvre d'une économie circulaire dépend de l'engagement, bien sûr, et de la coopération des États membres. Comment la Commission assure-t-elle un suivi régulier d'évaluation des progrès accomplis tout en identifiant les domaines nécessitant un soutien supplémentaire? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Yaël Ménage pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Le mondialisme économique et son libre-échange chaotique sont une idéologie mortifère pour nos tissus sociaux et économiques et pour notre environnement. Marine Le Pen et le Rassemblement National ont toujours dénoncé et combattu ces conséquences désastreuses. Nos industries et nos agriculteurs font face à une concurrence déloyale sur tous les fronts, différences de salaire, de protection sociale, de normes sanitaires, écologiques qui les affaiblissent tous les jours. Ce chancre de mondialisme s'est greffé sur la mondialisation de l'économie. Il est la négation du modèle économique plus harmonieux que nous appelons de nos vœux. Nous faisons en effet la promotion du localisme, c'est-à-dire d'une forme plus subsidiaire de l'activité économique destinée à réguler la mondialisation économique. Nous militons aussi bien contre les doctrines bureaucratiques chères aux eurolâtres qui méprisent les réalités qui forgent les peuples et les nations que contre les positions incohérentes et mortifères de la décroissance si chère aux extrêmes gauches aussi irréalistes qu'intolérantes. Ce rapport sur le plan d'action pour une économie circulaire, présenté par la Commission européenne en 2020, est selon nous une étape intéressante en tant qu'il révèle un début de prise de conscience de l'échec de la dérégulation, qui a prévalu pendant trop longtemps chez de nombreux gouvernants. Nous saluons au passage le travail de nos rapporteurs et la contribution apportée par leurs travaux.
Il faut soutenir un modèle économique plus subsidiaire, plus proche des réalités, vécu par la promotion des ressources locales, par l'optimisation de l'utilisation des matières premières, des moyens de production énergétique et par la limitation de l'hyperconsommation et du gaspillage. Entre dans ce cadre, et le rapport d'information s'y attache d'ailleurs, la réparation de biens et leur reconditionnement lorsque c'est possible, le traitement des déchets et leur recyclage. Sur les déchets, principalement métaux, papier, plastique, textile et verre, il faut noter qu'en 2021, les exportations de déchets de l'UE avaient atteint 33 millions de tonnes, soit une hausse de 77% par rapport à 2004. 45% des déchets de l'Union européenne ont été exportés vers la Turquie, 14,7 millions de tonnes, puis vers l'Inde, 2,4 millions de tonnes, et l'Égypte, 1,9 million de tonnes. Il faut envisager de limiter significativement l'exportation de nos déchets tout en favorisant des efforts de recherche quant à leur retraitement et à leur recyclage. Relevons au passage, et c'est un point noir du mondialisme économique, que ces déchets sont des sources de trafic et de blanchiment sur lesquelles prospèrent nombre d'organisations criminelles internationales avec leur cortège de dégradation de l'environnement et les corruptions en tout genre. Mes chers collègues, il faut se tourner vers un modèle plus protecteur et plus respectueux des peuples et de l'environnement. Restaurer une économie harmonieuse est une nécessité impérieuse. Si la promotion de l'économie circulaire via par exemple la proposition de règlement sur l'éco-conception, la prévention de la mise sur le marché des emballages et la gestion de la fin de vie des produits peuvent constituer un pas dans la bonne direction, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais ces objectifs louables doivent s'inscrire dans une politique générale qui ne doit pas nuire à la France et partir des réalités françaises d'abord, car l'appauvrissement général provoqué par l'idéologie mondialiste, irréaliste et inadaptée, comme les risques des ennemis décroissants de l'activité économique nous mettant en danger. Merci. Avec plaisir. Madame Chikirou pour le groupe de la France Insoumise qui n'est pas là. Monsieur Settlinger pour le groupe des Républicains pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci à nos deux co-rapporteurs pour la qualité de votre rapport. Le sujet de l'économie circulaire est aujourd'hui crucial. D'une part, en raison du nombre vertigineux de nos déchets aujourd'hui, nous passons nos journées à jeter toutes sortes de choses. D'autre part, parce que c'est quand même assez incroyable que dans ce domaine-là, on constate dans différents domaines une sorte de recul ces dernières années. J'en veux pour preuve la pratique des bouteilles de verre consignées qui était largement répandue en Alsace et en Moselle pendant des dizaines d'années. C'était vraiment une tradition locale et qui s'est un peu ralentie dans les années 2000, qui revient maintenant un petit peu en force. Mais c'est vrai que pendant pas mal d'années, ça a vraiment perdu de la vigueur. La mise en œuvre d'une économie circulaire dépend de différents paramètres. Le premier, c'est évidemment l'information. En effet, force est de constater le manque de sensibilisation de nos concitoyens quant aux différents enjeux de l'économie circulaire en termes de développement de la fast fashion, méconnaissance des dangers du plastique, etc. Donc ma question est la suivante, comment envisager une meilleure sensibilisation de nos concitoyens? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la part de l'Union européenne de mieux informer, de mieux sensibiliser nos concitoyens par rapport à ces conséquences? Et puis la deuxième question qui est plus économique, c'est par rapport aussi à la problématique de compétitivité de nos entreprises, parce que si on leur impose un certain nombre de contraintes, ça peut forcément nuire à leur compétitivité par rapport à des entreprises chinoises ou à des entreprises américaines. Donc comment faire pour que on puisse également sensibiliser nos partenaires commerciaux pour que ça ne se transforme pas évidemment en inconvénient pour nos entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Louise Morel pour le groupe démocrate pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, tout d'abord, merci beaucoup à nos deux rapporteurs pour leur travail sur l'économie circulaire qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens. Je voudrais commencer par partager un ordre de grandeur qui doit nous permettre à chacun de bien mesurer les défis qui sont devant nous. D'après une étude de 2018 de Olivier Vidal, la quantité cumulée de métaux à produire au cours des 35 prochaines années pour assurer la transition énergétique dépasserait la quantité cumulée produite depuis l'Antiquité. Aussi, face à ce défi, vous l'avez rappelé, on a plusieurs pistes de solutions, c'est souvent les 3 R, réduire, réutiliser les objets, les composants et recycler. Je suis surprise que dans votre exposé et dans votre rapport, il y a un sujet qui est souvent évoqué, qui est celui du passeport numérique des produits et qui n'a pas été évoqué. Pourtant, il fait l'objet d'une proposition de règlement de la Commission européenne.
Alors, comment ça fonctionne? Juste un petit mot là-dessus. C'est une fiche produit numérique à l'image du fameux code barre qui fournit des informations sur l'origine, la composition, les options de réparation et de démontage des produits, ainsi que la manière dont les différents composants peuvent être recyclés. Il doit permettre ainsi à l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur d'avoir accès aux données et de nous diriger in fine vers une économie circulaire. Alors, ma question, elle est la suivante. Dans votre rapport, vous évoquez 4 grandes pistes de numérisation de l'économie circulaire. Est-ce que vous êtes intéressé à la mise en œuvre de ce passeport numérique des produits? Et si tel est le cas, quelles normes sur quelles normes devrions-nous nous appuyer? À ce jour, c'est souvent la norme ISO qui est développée par GS1 qui est souvent mise en débat. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie pour vos éclairages. Merci beaucoup. La parole est à Henri Alfandari pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour ce rapport qui aborde la question de l'économie circulaire d'une manière assez globale. Ce domaine est souvent traité de manière partielle. On s'arrête souvent à la capacité de pouvoir recycler, réemployer, réutiliser ou réduire la quantité de déchets pour les biens de consommation usagés en fin de cycle. La législation européenne et française en la matière est abondante, mais votre rapport porte tout autant sur l'économie circulaire dès la conception des produits pour en renforcer la réparabilité, le réemploi et la durabilité dès l'amont. Sur ce sujet, il existe déjà un règlement sur l'écodesign au niveau européen. Or, vous le rappelez à juste titre dans ce rapport, ce dernier est avant tout centré sur les produits liés à l'énergie et moins sur d'autres aspects liés à la durabilité environnementale. Un nouveau règlement a été proposé par la Commission européenne pour élargir le champ de l'éco-conception. Vous pointez le risque que cette proposition de règlement soit une régression par rapport aux normes déjà en vigueur en France ou qu'elle n'aborde pas le sujet de l'obsolescence programmée. Ce sont autant de risques qu'une législation européenne en la matière d'éco-conception peut porter. C'est aussi une opportunité de créer des normes partagées entre pays européens pour éviter une concurrence déloyale entre les États membres, moins exigeantes que les normes environnementales de la France. Il faudra dans tous les cas veiller à ce que ces nouvelles règles ne représentent pas des coûts difficilement supportables pour les producteurs européens. Il faudra aussi être attentif à ce que ces règles n'impactent pas négativement la qualité des produits européens. Donc je vous demanderai quelles opportunités présente ce nouveau règlement. Comment peut-on produire différemment, en amont, tout en préservant la viabilité économique des chaînes de production européennes et sans affaiblir les garanties apportées aux consommateurs, en particulier en termes de performance et de sécurité des produits? Merci beaucoup, Monsieur Alfandari. J'ai une dernière demande de question de la part de Monsieur Petit. C'est maintenant. C'est maintenant. Oui, bon. ce n'est pas une question, Monsieur le Président. Merci. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je voulais réagir aux remarques de notre collègue du Front National. Vous avez appelé, Madame, mes chers collègues, à prendre en compte les réalités et le terrain. Je voudrais d'abord vous faire quelques remarques de détail, mais les salaires des agriculteurs, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. Ils ont besoin d'une rémunération, mais ce n'est pas un salaire, les agriculteurs. Fiche de paye d'un agriculteur, je n'ai jamais vu. Parler de dérégulation de l'agriculteur à cause de l'Europe, je vous rappelle quand même que c'est la première politique qui a été mise en place, et c'est une des politiques avec Erasmus qui est la plus reconnue et depuis le plus longtemps. Donc dire que l'Europe a dérégulé par l'agriculture, c'est quand même assez surprenant. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire quand vous dites que vous voulez un modèle économique subsidiaire. Je ne comprends pas le terme. Voilà, maintenant, plus généralement, nous sommes en débat, madame, mais je suis libre de ma parole. Vous dites que je viens sur le rapport, vous dites que vous parlez du mondialisme comme d'une idéologie. Le mondialisme, c'est un fait. Le mondialisme n'a pas appauvri, regardez les chiffres, on peut le critiquer, nous le critiquons, un certain nombre de critiques sur la manière de gérer le mondialisme, mais vous oubliez les inégalités dans le monde. Vous proposez une diplomatie que j'appelle une diplomatie égoïste, et ça, ce n'est pas la France. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les rapporteurs, je vous propose de répondre aux différents points qui vous ont été soumis. Alors, je vais commencer par répondre à notre collègue de Renaissance, Nicole Lepay, sur la question de la gestion des déchets. C'est un point en effet très important de ce rapport. La Commission envisage une révision de la directive de 2008 sur la gestion des déchets. Parmi les mesures envisagées, l'élargissement d'un système de REP, la responsabilité élargie du producteur, le fameux principe du pollueur-payeur.
pour la prévention et la gestion des déchets textiles et des chaussures usagées. Il est envisagé de l'appliquer pour les déchets à tous les États membres. Je crois que c'est un très bon principe que celui du pollueur-payeur, car cela responsabilise le producteur sur la gestion des déchets qu'il crée. Nous recommandons d'ailleurs dans le rapport, c'est la recommandation numéro 13, que la Commission envisage d'élargir ce principe à d'autres filières économiques. Créer cette obligation dans tous les États membres assurerait une réelle égalité dans les contraintes qui pèsent pour nos industriels et entreprises à l'échelle européenne. De manière plus large sur les moyens d'évaluation de ce dispositif, comme sur d'autres d'ailleurs, c'est en effet là où parfois les dispositifs connaissent des limites. C'est le cas pour celui-ci comme pour d'autres. Nous manquons à l'échelle européenne de dispositifs de suivi régulier et d'évaluation. Vous avez parfaitement raison. C'est pour cela que nous avons souhaité rappeler dans ce rapport l'importance de l'évaluation intermédiaire des programmes et des objectifs fixés afin que l'on puisse mieux évaluer l'application réelle de ce sur quoi nous nous sommes engagés. Peut-être que M. Berthelot voulait répondre à Mme Ménache. Merci. Tout d'abord, je tenais à répondre aux propos de Mme Ménache. Il est important de rappeler aussi les normes qui sont ambitieuses au sein de l'Union européenne, qui sont aussi dans ce rapport. Il n'y a pas de concurrence déloyale. Il est important que l'harmonisation entre la France et les pays de l'Union européenne se fasse dans le bon sens, afin que le pays ne soit pas pénalisé. Et en ce qui concerne l'encadrement des transferts des déchets hors Union européenne, l'Europe agit déjà sur le sujet. On pourrait en faire plus, mais elle agit déjà en espérant qu'elle puisse agir de mieux en mieux. Je laisse la parole à ma collègue pour le troisième intervenant. Alors, Monsieur Settlinger, sur votre question de la sensibilisation de nos concitoyens, c'est en effet un point important. Cela fait l'objet d'une de nos recommandations, c'est la recommandation numéro 6, qui demande le déploiement d'une campagne d'information européenne pour sensibiliser les consommateurs aux évolutions de la législation européenne en matière d'économie circulaire et aux bonnes pratiques à mettre en œuvre individuellement. Concernant votre alerte sur nos entreprises, je partage parfaitement votre point de vue. Il nous faut être vigilants sur deux éléments à mon sens. Tout d'abord, avoir une application progressive des contraintes, sinon cela viendra mettre en danger nos industries et plus largement nos entreprises. Et deuxièmement, s'assurer de son application à tous les États membres de manière équitable, sinon cela induira une concurrence déloyale entre les États membres. Si ces deux préalables sont maintenus, alors nous pourrons faire face aux autres puissances économiques. Pour Madame Morel, le passeport numérique, c'est seulement l'un des aspects du règlement de l'éco-conception, a priori pas fondamental selon les auditions, mais oui dans l'idée et sous réserve de simplicité pour nos entreprises. Et enfin, Monsieur Alfandari, vous avez raison, il faut aller plus loin que ce qui est prévu sur le règlement sur l'éco-design. C'est le sens de la proposition de la Commission d'élargir les règles existantes. C'est ce que l'on pense à ce sujet, c'est que l'objectif fixé devrait être à terme de viser 100% du produit en matière renouvelable ou recyclé, 100% de réparabilité ou 100% de recyclage sur les produits. Pour une raison simple, c'est que si les modalités de l'éco-conception étaient plus clairement définies et appliquées en amont de la production des produits, les difficultés qui apparaissent en aval, telles que le recyclage, la gestion des déchets, etc., seraient de fait moins nombreuses. De la même manière, c'est l'une des recommandations que ce rapport porte, c'est la recommandation numéro 10, qui est d'inscrire l'interdiction de l'obsolescence programmée dans le règlement sur l'éco-conception. Vous avez terminé ? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Oui, Madame Mélin, allez-y pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous deux pour ce rapport intéressant et ô combien intéressant actuellement. Je voudrais peut-être faire une proposition complémentaire à votre recommandation numéro 6. Si on y regarde bien, le consommateur n'est pas qu'un consommateur, c'est aussi un acteur économique. Il paye une écotaxe et une fois qu'il a acquis un bien qui devient un déchet, ce déchet va devenir obligatoirement, si on est dans la filière du recyclage, une matière première secondaire. Il n'est donc pas du tout anormal, au plan économique, qu'il soit rémunéré
pour le statut de fournisseur d'une matière première secondaire. C'est ce qui a été évoqué par notre collègue tout à l'heure, avec la consigne qui avait disparu et qui revient un tout petit peu. Dans ces conditions-là, ce serait une incitation, je crois, majeure dans le comportement des consommateurs que d'être rémunérés pour le dépôt de leurs déchets. Et ce serait sans doute, ça permettrait d'inverser ce que nous constatons, à savoir la stagnation un petit peu des comportements en matière d'économie circulaire. Ce serait d'autant plus vrai aussi pour les TPE, PME, qui ont des budgets d'élimination, et on le voit maintenant sur, entre autres, les métropoles et les intercommunalités, ont des budgets énormes pour pouvoir éliminer leurs déchets. Alors, quand à la matière première secondaire devient partagée, il faudra aussi partager sa valorisation entre les fournisseurs de déchets que sont les consommateurs et les acteurs de la filière du recyclage. À voir comment nous pouvons le faire au niveau de chaque pays membre. Merci beaucoup. La parole est à Madame Ménage pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à mon cher collègue qui m'attaque personnellement. Concernant les agriculteurs, ils n'ont peut-être pas de fiche de paye. En attendant, leur salaire à la fin du mois qu'ils se versent, il est juste lamentable. Et ça ne leur permet pas de survivre seulement, d'accord ? Et les traités que vous avez signés, que les gouvernements ont signés il y a quelques années de ça, sur l'Union européenne, les ont mis dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité là-dessus. Et il faut quand même l'assumer. Alors maintenant, vous voulez jouer sur les mots, fiche de salaire, pas fiche de salaire. En attendant, in fine, c'est la même chose. Nos agriculteurs souffrent et vous n'en prenez pas la responsabilité. Il serait peut-être temps de le faire. Merci. Merci. La parole est à Frédéric Petit. Oui, je ne réponds pas. Je voulais juste revenir sur la proposition de la consigne. Mes chers collègues, il y a beaucoup de pays européens où ce principe de consigne est même assoupli. Je pense à l'Allemagne, où ça se fait aussi dans certains pays de l'Est, dans des locaux. C'est-à-dire que la consigne, cette rémunération ne me vient pas à moi, elle vient au collectif, quoi. Elle est encadrée. Il y a le principe D en Allemagne, etc. Et je crois qu'effectivement, il y a le fait qu'on reconnaisse par le langage de l'argent, ce que j'appelle moi le langage de l'argent, que ce que je pose, si je gère bien mon déchet, je crée de la valeur, même si ce n'est pas quelque chose qui revient à moi dans ma poche, que je crée de la valeur, c'est quelque chose qui existe dans d'autres systèmes qu'on connaît peu en France, mais qui sont très intéressants. Merci beaucoup. La parole est à Denis Masseglia pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Et je n'ai pas prévu de prendre la parole, mais la nuance du débat m'oblige d'intervenir. Est-ce que nos agriculteurs sont aujourd'hui en difficulté ? La réponse est oui, bien entendu. Et c'est pour ça que nous avons, depuis maintenant 6 ans, fait un certain nombre de lois qui visent à leur permettre de mieux vivre de leur métier. Egalim 1, Egalim 2 et de nombreuses autres actions. Vous parlez du libre-échangisme. C'est quoi la proposition du Rassemblement national ? Celui de dire, en fait, on va arrêter d'importer l'ensemble des produits agricoles en France. Why not ? Pourquoi pas ? Mais si on n'importe plus, on n'exporte plus. Et je rappelle que la balance commerciale agricole est positive. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut ou pas arrêter le libre-échange. La question, c'est de savoir comment on assure à nos agriculteurs un revenu en mettant en place des outils d'accompagnement. Alors je vois que vous levez la main de suite en réagissant, mais ça me rappelle un débat qu'on a eu il y a quelques années de ça sur le CETA. Vous savez, l'AECG, le grand système qui devait mettre à genoux l'agriculture française suivant le Rassemblement national. Vous l'avez dit, vous l'avez hurlé, vous l'avez crié. Regardons les chiffres quelques années après. La balance commerciale agricole est mieux pour la France après la signature du CETA qu'avant la signature du CETA. Clairement. Après, il est vrai, et je crois qu'on pourrait peut-être potentiellement travailler tous ensemble, qu'un accord avec le Canada n'est pas un accord avec d'autres pays. Mais la question n'est pas d'être pour ou contre, c'est sur chacun des cas déterminer ce qui est bien pour notre nation et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bien pour l'écologie et ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas une opposition systématique, sans vision, qui permettra de répondre aux besoins de nos agriculteurs. Merci Madame Ménac pour une dernière prise de parole et puis après je laisserai nos 2 rapporteurs Merci, conclure. Monsieur le Président. Alors je vais vous répondre, on n'est pas dans une opposition systématique et ferme, au contraire, nous on demande qu'à travailler avec vous. C'est vous qui refusez de travailler avec nous. Donc je voudrais quand même remettre les choses à leur place. Et si je prends l'exemple sur l'agriculture, on va revenir là-dessus,
Si je prends l'exemple des betteraviers, on va importer du sucre du Brésil, alors que nous, qui étions exportateurs de sucre, aujourd'hui, on ne va plus en importer parce qu'on a fait des choix complètement stupides, mais d'une ânerie. Je sais même plus comment le dire, tellement c'est bête. On a fait des choix. Je suis très calme, j'ai le droit de donner mes convictions. Je défends ma circonscription, je défends mes agriculteurs et mes betteraviers. Laissons Madame Ménage parler calmement, tout ça. Merci. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à importer du sucre d'un pays qui ne respecte pas les normes que nous, on impose à nos agriculteurs. Et ça, c'est valable pour tout. Je prends la betterave, mais c'est valable pour tous les autres agriculteurs. Donc c'est ça qui est lamentable, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on va importer des produits qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos propres agriculteurs. Et nos agriculteurs, en fait, ne peuvent pas vendre leurs produits sous prétexte qu'on leur a mis des normes sur des normes et sur des normes et sur des normes. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, on leur met le couteau sous la gorge, et nos agriculteurs ne s'en sortent pas. Et ça va se terminer. Et nous n'aurons plus de souveraineté alimentaire, nous n'aurons plus d'agriculture, nous n'aurons plus d'industrie, et on n'aura plus rien à ce rythme-là. C'est tout. Merci. Merci, Madame Ménage. Monsieur Masseglia, je vous laisse, parce que j'ai donné 2 fois la parole à Madame Ménage, donc je vous laisse répondre, mais après c'est terminé. C'est nos 2 rapporteurs qui concluent ce tour de parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et en vrai, je ne suis pas totalement en désaccord avec certains de vos propos au niveau du Rassemblement national. Maintenant, ma remarque elle va être pourquoi vous dites des choses que vous ne votez pas. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, vous n'y êtes pas favorable au niveau du Rassemblement national. Les différentes lois qu'on pousse, vous votez toujours contre, ou sinon vous avez encore un peu plus de finesse. Vous n'êtes ni pour, ni contre, bien au contraire, vous vous abstenez. Donc oui pour les beaux discours, au niveau du Rassemblement national, vous êtes très fort pour les beaux discours. Maintenant on attend de vous, enfin du moins j'attends de vous, des propositions de loi à mener au débat à l'Assemblée nationale, et puis aussi que lorsqu'il y a des votes pour défendre nos agriculteurs, vous soyez présents. Et force est de constater aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il y a de très beaux discours, il y a beaucoup moins de votes. Allez, merci beaucoup, Monsieur Berthelot, Madame Gérard. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à la question de Madame Melin. Par rapport à la proposition que vous nous avez faite, il faut responsabiliser bien évidemment les consommateurs. Il y a une proposition de loi à expertiser, mais attention aux inerties. Globalement, je suis d'accord et favorable sur la consigne, mais de là à aller à une rémunération, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il faudrait surtout évaluer ce dispositif un peu plus en détail. Oui, donc évidemment, nous partageons l'idée du renforcement de la consigne et du réemploi. Il y a déjà des éléments pris en compte dans la REP, la responsabilité élargie du producteur pour la gestion des déchets. Il faut voir de quelle manière on pourrait l'élargir. C'est un des points que nous avons souhaité évoquer ensemble dans le rapport avec Pierrick Berthelot. Et sur les consignes, évidemment, il faut donner de la flexibilité au système de valorisation dans chaque État membre. La consigne a parfois eu des effets contre-productifs, notamment en Allemagne, où il y avait de moins en moins de bouteilles en plastique réutilisables, par exemple. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous demande si vous êtes d'accord pour autoriser la publication de ce rapport. S'il n'y a pas d'objection, on le valide cela. Et je voulais, avant de conclure, remercier Volker, votre administrateur, qui vous a aidé sur ce travail, et puis lui souhaiter bon vent, parce que je crois que son temps parmi nous au sein de la Commission des Affaires européennes s'achève, que vous retournez au Bundestag à Berlin. Vous avez été un maillon essentiel du lien entre nos 2 assemblées, de l'amitié franco-allemande, et je sais que vous avez été apprécié de tous au sein du secrétariat, parmi vos collègues, mais aussi auprès des députés de cette commission. Donc merci infiniment, bonnes vacances, bon retour à Berlin, et puis à très bientôt à Paris, ici à l'Assemblée nationale, j'espère. Merci beaucoup. Voilà qui conclut notre réunion de ce jour, mes chers collègues. Je vous souhaite un bel été, puisque c'est la dernière réunion de commission, et on se retrouve à la rentrée pour celles et ceux qui ont confirmé leur participation pour se déplacer à Strasbourg, où nous aurons le mardi soir un dîner avec nos collègues parlementaires européens avant d'assister le lendemain au discours sur l'état de l'Union de la présidente van der Leyen. Voilà, chers collègues, bel été et merci à tous pour votre travail cette année. À très bientôt.
celles et ceux qui participent à la réunion de bureau, je vous propose qu'on reste ici. Merci. Tout de suite. Tout de suite. En attendant que la salle se... Ça, je vous laisse. Ça, c'est